Chers téléspectateurs, nous rappelons que vous êtes en train de suivre le programme télévisé Vie familiale et conseil matrimonial et nous sommes dans l'émission intitulée La gestion des conflits dans un foyer avec le professeur Daniel Chou. Vous avez bien suivi tout ce qu'il a pu nous exposer concernant la cause des conflits, concernant toutes les situations qui peuvent amener des foyers ou des couples à se retrouver dans des conflits et des crises. Nous sommes dans une phase où nous allons davantage nous étendre sur les solutions aux crises, les solutions aux conflits plus précisément dans les foyers. Donc, la première question que j'aimerais vous poser, professeur Daniel Chou, c'est de savoir quels sont les facteurs qui prédisposent aux conflits ou aux crises dans un foyer. Merci. Merci, Monsieur Guy. Merci beaucoup pour cette question qui me permet de pouvoir élaborer sur certains facteurs, sur certaines causes des conflits et des crises dans les foyers. Vous savez, comme j'ai dit dès le départ, le mariage est l'union de deux personnes qui viennent de deux environnements différents. Une femme de 27 ans, elle a une éducation différente, elle vient d'une famille, culture différente, elle a son caractère qui est différent, elle a des valeurs qui sont différentes. Donc, et le garçon a la même chose. Donc, je veux vous dire brièvement, il y a donc, peut-être j'ai énuméré juste 5 facteurs qui sont à l'origine des conflits et des crises. Premièrement, c'est le caractère et le tempérament. Le caractère a deux aspects. Le caractère a un aspect inné qui s'appelle le tempérament, c'est le génotype, ce que tu as hérité de tes parents. Mais il y a un deuxième aspect du tempérament, du caractère, qui est l'environnement qui te modèle à être d'un tempérament positif ou négatif. Donc le caractère en réalité est le tout premier facteur. Et puis on a la culture. La culture, l'endroit où tu as grandi. Vous avez différents types de culture. Et en plus la culture entre les deux personnes est distante. Prends par exemple, s'il y a une culture, une différence tribale, s'il y a une différence raciale, s'il y a une différence nationale, continentale, plus les personnes s'écartent l'un de l'autre, plus les cultures sont différentes. Et je peux vous parler en connaissance de cause parce que mes deux enfants se sont mariés avec des personnes de cultures différentes. Et ça se voit. Mon premier fils, c'est juste deux tribus différentes. Donc, leurs problèmes de crise, de conflit sont un peu amoindris. Mais ma fille a épousé quelqu'un d'une race différente, d'un continent différent. Donc, vous voyez, les difficultés entre eux sont encore plus larges, plus grandes. Donc, vraiment, la culture joue un rôle prépondérant dans les conflits et dans les crises dans les foyers. Troisièmement, c'est l'éducation, le niveau d'éducation. Et quand nous parlons de niveau d'éducation, nous ne parlons pas tout simplement des diplômes. Nous parlons de le niveau d'exposition, à quel niveau la personne a été exposée à un environnement sain. Prends par exemple les enfants qui ont grandi dans les foyers monoparentaux. C'est une éducation d'une famille qui n'a pas de valeur parce que les filles n'ont pas appris la discipline paternelle et l'amour paternel. Donc vous voyez, ils entrent dans le foyer sans savoir qui est un père et quelle est la discipline d'un père, quel est l'amour d'un père. Et elles seront très exigeantes parce qu'elle attend de son mari d'abord d'être un père avant d'être un mari. Et c'est la même chose avec les garçons qui ont grandi dans une famille monoparentale. Donc vous voyez, ça c'est déjà une éducation. Donc nous ne parlons pas tellement de diplôme. Et puis l'éducation séculaire. Vous savez, dans le temps, nous parlions du quotient intellectuel. En disant que ceux qui ont un quotient intellectuel élevé étaient très intelligents.
Mais on voit aujourd'hui que ce n'est pas seulement le quotient intellectuel qui joue. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence sociale. Il y a ce qu'on appelle même aujourd'hui l'intelligence artificielle. Vous savez, les robots commencent à faire des choses. Donc, vous voyez, l'éducation parle de tous ces genres d'intelligence. Et si quelqu'un entre dans un foyer avec un BPC et l'autre entre avec un doctorat, et donc ils n'ont pas été bien exposés dans la société. L'un a une intelligence sociale, l'autre a une quotient intellectuel. Donc ça crée des problèmes. Donc l'éducation, quand nous parlons d'éducation, je dis encore, ce n'est pas une affaire de diplôme, mais la capacité à ce que ces deux personnes puissent se comprendre. Et souvent, on peut même avoir des personnes qui sont très éduquées, mais ils ne se comprennent pas. Ou on peut avoir des personnes qui ont une écart dans l'éducation. Quatrièmement, nous allons parler du genre. Le genre parle de quoi? Parle du fait que la femme est femme et l'homme est l'homme. Il y a même un monsieur qui a fait écrit un livre et fait un vidéo sur le thème « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus ». Ça veut dire quoi? Ils sont de deux planètes différentes. Et j'ai écrit un livre « Différence et complémentarité dans les couples ». Et j'ai parlé beaucoup du genre. Je donne juste un exemple. La femme, la première chose que la femme pense, c'est la famille. La deuxième chose que la femme pense, c'est les relations. La troisième chose, elle pense, c'est l'affection. Elle veut être affective envers les autres. Et la quatrième chose qu'elle pense maintenant, elle peut penser des rapports sexuels. Vous voyez? Donc, les rapports sexuels n'est pas une priorité chez la femme. C'est d'abord la famille, c'est d'abord les relations, c'est d'abord le shopping, c'est d'abord son affection. Mais l'homme, la première chose que l'homme pense, c'est les rapports sexuels. La deuxième chose que l'homme pense encore, c'est les rapports sexuels. Vous imaginez? Et la troisième chose que l'homme pense, ce n'est même pas la famille, c'est son travail. C'est ses activités au lieu de travail, son succès, ses accomplissements. Et ce n'est qu'au quatrième lieu où il pense de la famille. Vous voyez? Donc, le cerveau de la femme est complètement différent du cerveau de l'homme. Et vous voyez donc, quand on entre dans le foyer, ceci va créer certains conflits. Et si la femme ne comprend pas que l'homme est l'homme, il réfléchit comme l'homme, il a la perception de l'homme, et que l'homme ne comprend pas que la femme est femme, elle est différente, elle raisonne comme une femme, elle fait des choses comme une femme, on est devant des conflits qui vont surgir à cause du genre. Et la cinquième chose, et je vais m'arrêter là, parce qu'on peut continuer. La cinquième chose, c'est les valeurs. Les valeurs. Quelles sont les valeurs de la femme? Quelles sont les valeurs de l'homme? Vous savez, les valeurs peuvent être établies par ce qu'on attend dans la vie, nos destins. Ça peut être établi par notre croyance. Donc, si la femme est chrétien, fervent, et que l'homme est chrétien, non fervent, religieux, ou il est musulman, ou il est athée, et il est bouddhiste, vous voyez. Donc, si les valeurs de l'un et de l'autre sont différentes, que vous voulez ou pas, ça va créer des conflits dans le foyer. Je m'arrête là, mais on pourrait continuer avec beaucoup d'autres choses. Mais voilà, il y a ces éléments qui prédisposent les conflits dans le foyer. OK, merci beaucoup, professeur, pour tout votre exposé. Tout à l'heure, vous avez parlé des sources des conflits. Et maintenant, vous avez parlé des facteurs qui peuvent prédisposer un partenaire ou l'autre dans les conflits et dans les crises dans les couples. Et je pense que les téléspectateurs, autant que moi, sont très édifiés, surtout pour ceux qui sont mariés, de pouvoir déjà identifier à quel endroit est-ce qu'il faut appuyer pour résoudre des conflits dans leur foyer. Donc, ça me permet de rebondir sur une question qui comporte le comportement. Parce qu'au moment où un partenaire est conscient du conflit, sa réaction ou son comportement peut avoir une incidence sur la résolution de ce conflit. À quel moment est-ce qu'on peut parler, on peut évoquer ce point-là? À quel moment est-ce que le comportement d'un conjoint peut avoir une incidence sur la résolution d'un conflit? Très bien, monsieur Guy. Vraiment, merci pour cette question
qui me permet d'élaborer un peu sur le comportement des uns et des autres et sur ce que j'appelle les tempéraments. Il faut d'abord comprendre que il y a 4 tempéraments fondamentaux dans la vie humaine. Socrate les a appelés les colériques, les mélancoliques, les sanguins et les flegmatiques. Mais dans notre classification moderne, nous parlons des dominants, des influents, des consciencieux et des stables. Mais permettez-moi d'utiliser cette classification abusive de Socrate puisque c'est la classification qui est bien connue. Les colériques, effectivement, c'est des autoritaires, des personnes qui sont très déterminées, de dominants. Leur attitude envers les conflits, c'est la compétition. Ils vont montrer que c'est moi qui ai raison et toi tu as tort. Donc, ils attaquent, ils confrontent, ils veulent montrer que non, il faut accepter tes erreurs, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui connais mieux que toi. Donc voilà, les colériques attaquent ou bien ils entraînent une compétition. Les sanguins sont des hommes d'ambiance, on les appelle les épices de la société. Donc, ils compromettent. Ils cherchent à justifier ou bien à expliquer la raison pour laquelle la situation a eu lieu. Donc, ils compromettent et il est prêt à demander pardon rapidement. Le mélancolique ou bien les consciencieux, c'est des gens qui travaillent beaucoup avec le cerveau. Ils sont très fins, ils sont très compliqués. Donc en réalité, ils sont compliqués. Ils sont compliqués. Ils vont encaisser, ils vont éviter et ils vont accommoder la situation. Et maintenant, les flegmatiques ou bien les gens qui sont stables, ils concèdent, ils acceptent la situation. Ils ne veulent même pas en parler, donc ils vont abandonner, ils vont abdiquer et ils seront indifférents. Donc, pour que vous vous rappelez de comment les uns et les autres se comportent, il y a 5 C. J'aime parler des choses pour que vous puissiez vous rappeler. Donc, la première C, c'est la compétition. Et ça, c'est Monsieur Colérique. La deuxième C, c'est la confrontation. La troisième C, c'est la collaboration, la coopération. Le quatrième C, c'est la confiance, c'est la conviction, c'est la vérité. Et le cinquième C, c'est la concession. Donc, je résume, le colérique entre dans la compétition, le sanguin entre dans la compromission, le mélancolique entre dans la collaboration, le flegmatique entre dans la concession. Mais les 2 dernières meilleures manières, c'est d'abord la confrontation et la collaboration. Donc si vous vous rappelez de ces C, vous allez voir qu'il faut confronter, il faut collaborer et il faut arriver à un point où la confiance l'un envers l'autre se rétablit. Voilà. Merci beaucoup, professeur, pour nous avoir bien expliqué les points sur ces 4 tempéraments et ces 5 C que nous avons tous suivis. Nous chutons donc, si vous voulez, sur le point clé de cette émission qui porte sur la gestion des conflits dans un foyer. Donc, nous sommes à la phase où le professeur va nous exposer toutes les solutions pour pouvoir résoudre les conflits dans un foyer. Professeur, à vous la parole. Merci beaucoup, M. Guy. Je vais aborder cet élément de 3 manières. Première manière, je vais parler de l'attitude du conjoint. L'attitude du conjoint. Deuxième manière, je vais parler de 7 solutions. Et en troisième lieu, je vais parler de savoir comment maintenir la loi de l'amour dans le foyer. Voilà. Premièrement, je parle donc de l'attitude.
L'attitude d'un conjoint se résume en 3 mots. Soit c'est une action, soit c'est une réaction, soit c'est une réponse. Donc, l'action peut être positive ou négative. L'action peut être bonne ou mauvaise. L'action peut être posée par la femme ou le mari. Mais écoutez-moi bien. L'action ne pose jamais le conflit. Qu'il soit bonne, qu'il soit mauvaise. Qu'il soit agressif, qu'il soit non agressif. L'action ne pose jamais le conflit. Ce qui pose le conflit, c'est la réaction. Comprenez bien. La réaction est charnelle, la réaction est défensive, la réaction est émotionnelle, la réaction incite et la réaction ne cherche pas la solution. Donc, il faut comprendre ça. Il est naturel. Si je veux mettre ma main sur ton œil, la première chose, c'est que tu vas fermer les yeux. Ça, c'est une réaction. Ou bien, si je veux te gifler, la première chose que tu dois faire, c'est quoi? C'est une défense. Ça, c'est une réaction. Mais je veux dire que la réaction dans le foyer, en ce qui concerne la relation, est souvent négative parce qu'il est négatif, il est défensif, il est charnel. Et donc, suscite le conflit. Ça crée le conflit. Ça veut dire quoi? J'ai cravaté mon mari et mon mari m'a giflé. Il a réagi. J'ai mal parlé à mon conjoint et mon conjoint m'a poussé. Je suis allé tomber. Il a réagi. Voilà. Donc la réaction est toujours agressive, négative et ça crée des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Prends l'engagement aujourd'hui de ne plus réagir, mon frère, ma soeur. Prends l'engagement de répondre. La réponse est méditative. La réponse, il cherche à apporter une solution. La réponse n'attaque pas la personne. La réponse attaque le problème. Et la réponse est par amour. Il cherche à restaurer, à réconcilier, à ramener la relation. Donc, si vous prenez l'engagement que vous n'allez plus réagir à votre conjoint, vous allez répondre. Je crois que vous serez d'abord au début de pouvoir apporter des solutions à tout votre conflit. Donc, première chose, c'est l'attitude. Il ne faut pas réagir, il faut répondre. Deuxième chose, c'est scolastique. Je vous donne 7 manières de pouvoir apporter des solutions à des crises dans votre foyer. Première manière, c'est la repentance. Dans un problème, il y a personne n'a 100% raison et l'autre a 100% tort. Il y a toujours un pourcentage de 90-10, de 20-80, ainsi de suite. Donc, il faut dire, même si j'ai tort à 10%, que je demande pardon pour les 10% de mon tort. Et l'autre personne va demander pardon pour son côté et ça va apporter la paix. Donc, les critiques, l'agressivité, la compétition n'apporte jamais la paix, mais la repentance. Deuxième chose, c'est le discernement. Il faut discerner d'où vient le conflit. Vous savez, je donne un exemple biblique. Pierre commence à parler à Jésus en disant que Jésus, non, sans que je suis là, tu peux pas aller à la croix et tout. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, arrière-toi de moi, Satan. Hey, c'est fort là, hein? Est-ce que Jésus a dit que Pierre était Satan? Non. Jésus a discerné que derrière les paroles de Pierre, il y avait le diable. Donc souvent il faut discerner, parce que souvent ta femme, ton mari peut être influencé par un démon, par un esprit négatif, par les parents, à pouvoir dire des choses. Donc il faut discerner. Et quand tu as le discernement, il faut donc passer à la prière et au jeûne. Et souvent, vous allez chasser le démon qui est derrière cette idée qui est venue. Troisième chose, c'est l'éducation. La plupart des conflits dans le foyer, c'est parce que nous sommes ignorants des vérités. Prends par exemple, tu ne satisfais pas ta femme au lit. Ta femme n'a pas l'orgasme. Il te manque la connaissance de comment le faire. Tu parles avec violence, avec agressivité. Non, tu n'as pas appris à bien communiquer.
tu t'habilles mal, il faut savoir comment habiller. Donc, il y a des choses qu'on doit apprendre. Et je dis dans ce sens qu'il faut lire les livres sur le mariage, sur le langage d'amour, sur le tempérament, sur les fondations familiales, sur comment se comporter envers sa femme, envers son mari. Donc, voilà, on a besoin de l'éducation. Et cette éducation vient à travers les livres, ça vient à travers les conférences. Et il faut assister à ces conférences pour connaître davantage. Quatrième, c'est la transformation. Donc, tu vois que j'ai une faiblesse dans mon caractère. J'ai une faiblesse dans ma manière de me comporter. J'ai une faiblesse dans la gestion financière. Non, il ne faut pas continuer à t'excuser, continuer à le faire. Non, il faut prier pour que le Seigneur transforme ta personnalité, pour que tu deviennes quelqu'un qui sait comment gérer les finances, comment gérer les enfants à la maison, ainsi de suite. Donc, la transformation, ça vient par la prière, ça vient par l'assiduité à la parole de Dieu et à l'Église. Cinquièmement, c'est la consultation. Si c'est un problème de maladie, il faut consulter un médecin. Si c'est un problème de frustration, de dépression, il faut consulter un psychologue. Si c'est un problème spirituel avec un démon, il faut consulter un pasteur de délivrance. Si c'est un problème juridique, il faut consulter un juriste. Donc, vous voyez, il y a souvent des problèmes dans les foyers, donc nous avons besoin de consulter les professionnels qui vont nous aider à résoudre le problème. Sixième, c'est le conseil et le suivi. C'est là où je m'intéresse. C'est là où le conseiller matrimonial, c'est là où nous formons des conseillers matrimoniaux pour que vous allez les voir et ils vont vous consulter, ils vont vous conseiller et ils vont faire le suivi pendant plusieurs semaines, plusieurs mois jusqu'à ce que le problème soit résolu. Et la dernière chose, c'est la délivrance. Il y a souvent certaines choses qui sont provoquées par des puissances sataniques. Ça peut être la sorcellerie, ça peut être des démons. Et ma femme et moi, nous avons eu énormément des expériences dans la délivrance des individus, des couples et des foyers. Ça peut être les mauvaises fondations familiales, ça peut être les démons, ça peut être les maris ou les femmes de nuit, ça peut être des visitations nocturnes, des hallucinations et tout ça. Donc, quand c'est un problème spirituel ou spiritiste, on a besoin de l'autorité de Dieu, de prier, de jeûner et de chasser ces esprits. Donc voilà cette solution qui permet que nous puissions apporter des solutions aux crises, aux conflits. Je dis encore la repentance, le discernement, l'éducation, la transformation, les consultations, le conseil, le suivi et la délivrance. Maintenant, M. Guy, permettez que je termine en parlant maintenant de la loi de l'amour. Là, maintenant, merci M. Guy. Permettez-moi encore le troisième aspect de parler de la loi de l'amour. La loi de l'amour provient de la Bible dans Job chapitre 31 verset 1. C'est Job qui fait cette déclaration qu'il avait fait un pacte avec ses yeux après le mariage qu'il ne regardera plus jamais à une autre vierge si ce n'est que sa femme. Et donc nous nous sommes inspirés du mot pacte pour sortir cette loi de l'amour. Je vous donne la loi de l'amour avec laquelle je termine cette phase de questions. Si l'amour est le moteur du mariage, la communication et l'entente font l'huile du moteur. La tolérance et le pardon font l'eau qui refroidisse le moteur. Donc voilà la loi de l'amour. La loi de l'amour, c'est le mot pacte. Et le mot pacte, c'est un acronyme. P représente le pardon. A représente l'amour. C représente la communication. T représente la tolérance. Et E représente l'entente. Et vous allez voir cette loi d'amour bien expliquée dans Ephésiens chapitre 4 du verset 30 à 32. Donc, si vous voulez que votre mariage marche, il faut garder l'amour, le cœur de votre mariage intact. Et le cœur de votre mariage est fait de 5 actions. Premièrement, le pardon. Deuxièmement, l'amour.
Troisièmement, la communication. Quatrièmement, la tolérance de votre conjoint. Et cinquièmement, l'entente entre vous deux. Si le cœur de votre foyer reste intact, votre mariage va marcher. Monsieur Guy, merci beaucoup. Je vous remercie, professeur. Nous avons été très, très enrichis, très édifiés par ce partage. J'ai l'impression que vous allez très vite en besoin en voulant nous quitter. Il est important que vous répondiez à une dernière question. Vous avez tout à l'heure parlé de l'expérience que vous avez vécue avec Maman Elisabeth pour les conflits. Mais j'aimerais cette fois que vous puissiez davantage donner un autre exemple qui nous permet de conclure la définition des conflits et les solutions. Parce que vous avez parlé des cinq du pacte. Vous avez parlé également de tout ce qui concerne les 7 solutions qui ont été relevées. Quel est l'exemple que vous pouvez nous donner encore d'une résolution de conflit dans votre foyer en appliquant un de ces ingrédients que nous avez donnés, s'il vous plaît? Wow, Monsieur Guy, merci beaucoup. Vous voulez que j'expose ma famille ici? Merci, puisque j'ai dit tout à l'heure que ceux qui sont sages, c'est ceux qui apprennent des erreurs des autres. Donc j'espère qu'en écoutant, vous allez apprendre de nos erreurs pour ne plus faire ces erreurs, vous serez sages. Donc je vais vous donner 2 témoignages en ce qui concerne la résolution des conflits. Le premier des témoignages que je veux donner, c'est un témoignage qui parle de la délivrance. À un certain moment, nous nous sommes rendus compte que notre vie sexuelle ne marchait pas. Ça ne marchait pas, on s'accusait l'un et l'autre, mais on ne savait pas que c'était une attaque du monde des ténèbres. Et donc on a assisté à une réunion, à un séminaire, et le pasteur, en priant, a prié contre les attaques dans les foyers, contre les attaques des relations d'amour dans les foyers, et il a vraiment insisté là-dessus, et ma femme et moi, on a senti qu'on était délivrés. Et après cela, on a vu que vraiment notre relation sexuelle a encore commencé à couler. Ça, vraiment, on a encore eu des moments de réjouissance, des moments de bénédiction. On a donc constaté que effectivement, le diable peut attaquer la vie sexuelle ou la vie financière ou une autre vie. Et puis, ça permet que nous jeûnons, nous prions. Et depuis ce moment-là, ma femme et moi, on a appris qu'il faut de temps en temps s'arrêter, jeûner et prier pour votre relation. Et ça nous a aidés. Vous voyez, à chaque conflit, nous avons tiré des conclusions. Et nous sommes un couple qui jeûne et qui prie. Donc, deuxième exemple, c'est au niveau des finances. Monsieur Guy, nous avons, quand on s'est mariés, on a commencé d'abord par mettre nos finances ensemble. Ma femme amène ses finances, j'amène mes finances. Nous mettons ensemble, nous prions et nous faisions un budget. Et je vous assure, avant le 15e du mois, l'argent était fini chez ma femme, chez moi. Et c'était pénible. Et vous voyez les amertumes et ça créait des conflits. De deux, ma belle-mère est arrivée chez moi. Elle m'a vraiment accusé. Elle m'a dit, mais voilà, on a formé notre fille. Et maintenant, tu l'as épousée, tu es assis sur ses finances. Donc, c'est toi qui contrôles tout et nous en misère. Donc, vraiment, on a eu ces conflits, ces problèmes au niveau des finances. Et ma femme et moi, on s'est assis, on a prié et on a décidé comment on allait donc gérer nos finances. Et qu'est-ce qu'on a dit? Bon, ma femme gère ses finances, mais elle a des responsabilités dans le foyer. Moi, je gère mes finances. J'ai une responsabilité dans le foyer, je paye mon loyer, je paye les factures, je prends soin des enfants à l'école, je fais les gros œuvres. Ma femme prend soin de la restauration, prend soin de l'entretien de la maison, mais ensemble, on a donc créé un compte familial où on met de l'argent pour l'avenir de la famille, pour l'investissement et tout ça. Et ma femme a le droit de faire ses dîmes comme elle peut, des cadeaux à des gens qu'elle veut. Moi, j'ai le droit aussi à faire mes dîmes et à faire. Donc, chacun de nous a une liberté financière. Et on a donc pris une décision que de temps en temps, on va faire des cadeaux à nos familles. Et quand c'est la famille de ma femme, c'est moi qui fais le cadeau. Même si l'argent sort de moi,
ma belle famille saura que je suis un homme qui est à main ouverte et généreux. Et puis, quand il faut faire un cadeau à ma famille, même si l'argent sort de moi, c'est ma femme qui va faire le cadeau parce que ma famille va voir ma femme comme une femme généreuse, comme une femme qui est venue pour leur faire du bien. Effectivement, vous voyez, à cause de ce conflit financier, notre relation s'est améliorée. Vous voyez, parce qu'à partir de cela, on a prié, on a pris une décision qui marche depuis plus de 30 ans, 32 ans, 33 ans, et ça marche à merveille. Ma femme a une liberté financière, j'ai une liberté financière, j'ai l'habilité de lui faire des cadeaux, et elle me fait des cadeaux, donc ça a rehaussé l'amour. Donc vous voyez, je dis encore en terminant, s'il vous plaît, peut-être moi me demanderont encore de terminer, mais je dis que les conflits dans le foyer, Dieu l'a permis. Mais écoutez-moi bien, je vous montre quelque chose. Si vous voyez les conflits comme ça, vous critiquez votre conjoint, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous cogner. Et pendant que vous cognez, ça fait mal. Ça détruit la relation. Ça devient de plus en plus pénible. Et c'est ce qui se passe dans les conflits, parce qu'on se cogne. Et quand le conflit continue, si vous cognez trop fort, vous allez avoir des entorses, vous allez avoir des écorchures, donc ça va créer des crises. Mais il faut vous voir comme ça. Voyez comme ça, ça veut dire que le mari et la femme encouragent l'un et l'autre. Et il entre dans la vie de l'autre, il encourage, il aide l'autre à pouvoir évoluer favorablement. Et voilà, ça fait un nœud qui est solide, qui est indétachable. Et ça vous permet d'être un couple solide. Donc, je vous conseille aujourd'hui, ne continuez pas à critiquer l'un et l'autre. Ne continuez pas à parler des faiblesses. Ne continuez pas à parler des échecs. Commencez à voir les forces de ta femme, de ton mari. Encourage-le. Parle bien de la personne. Et vous allez voir votre mariage deviendra solide et non pas compétitif. Merci beaucoup, M. Guy. Alors, professeur Chou, pendant que nous clôturons, est-ce que vous avez un dernier mot? Merci, M. Raoul. Merci pour ce moment que vous m'avez donné avec M. Guy. Donc, je vous remercie et je prie vraiment que le Seigneur vous bénisse. La deuxième chose que je voulais dire pour conclure, c'est que, comme je vous ai dit dès le départ, nous allons faire une tournée dans 4 pays avant la fin de l'année. Donc, nous serons en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan et à Yamoussoukro, pour faire la formation des conseillers matrimoniaux ou faire aussi des séminaires au niveau des mariages. Je voulais ajouter que par la grâce du Seigneur, nous avons écrit beaucoup sur le mariage. Donc, à chacun de ces nations, vous aurez l'opportunité d'avoir accès à nos livres sur le mariage, que ce soit les célibataires, les couples, les fondations familiales ou même la formation des conseils conjugaux et la formation des formateurs. Donc, premièrement, nous serons en Côte d'Ivoire et puis nous serons aussi au Bénin, à Cotonou, où nous allons avoir aussi la formation des conseils matrimoniaux et aussi les séminaires dans les églises. Et puis, vers la fin de l'année, nous serons au Niger et nous serons aussi à Niamey et nous serons aussi en Centrafrique, surtout à Bangui. Donc, si vous êtes de ces nations, attendez les informations sur le moment où nous serons vers chez vous. La dernière chose, la dernière des dernières, je vous dis que je conclue avec un verset de la Bible, Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 à 12. La Bible dit que 2 valent mieux que 1 et il donne beaucoup de raisons. Mais je vais terminer avec la dernière raison où il dit une corde à 3 ficelles n'est pas facilement rompue. Donc je voulais vous dire qu'en réalité, on a parlé de 2, mais à la fin, on parle d'une corde à 3 ficelles. Donc c'est le mari, la femme et Jésus. Si Jésus est dans votre mariage sera stable. Et je voulais assurer que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons au sujet du mariage, si Jésus n'est pas au centre de votre mariage, si Jésus n'est pas le nœud
qui lie le mari et la femme, vous risquez d'avoir des conflits qui vont se dégénérer en crise. Donc, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, je vous invite à céder votre cœur à lui. Et si vous permettez, je termine avec un mot de prière. Nous allons prier. Si vous voulez vraiment accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et inviter Jésus dans votre mariage, priez avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette émission et je comprends que ma vie n'est pas en règle devant toi. Je comprends que tu n'es pas au centre de notre foyer. Seigneur, je t'invite dans mon cœur et je t'invite dans ma famille. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur et à partir de ce jour, je veux, Seigneur, que tu règnes en moi et que tu règnes dans ma famille. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir accepté comme ton enfant et à toi l'honneur et la gloire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si vous avez prié cette prière, s'il vous plaît, je vous conseille, commence à lire le Nouveau Testament de Matthieu en raison de 3 chapitres par jour. Si vous lisez tout le Nouveau Testament en 3 mois, vous allez mieux comprendre qui est ce Jésus, qui est le 3e ficelle dans votre foyer. Que le Seigneur vous bénisse et je vous remercie encore, M. Raoul et M. Guy. Merci. Nous remercions le professeur qui nous a édifiés avec des exemples concrets de ce qui s'est produit dans son couple, dans son foyer. Et je suis sûr que plusieurs comme moi vont appliquer certaines des méthodes qu'il est en train d'appliquer qui ont réussi. Comme il a dit lui-même tout à l'heure, si nous tirons des leçons des erreurs des autres, nous sommes sages. Si nous tirons les leçons de nos erreurs, nous sommes intelligents. Et si nous ne tirons aucune leçon des deux, alors on est insensé. Je pense que nous allons être sages et intelligents. Je vais passer la parole à mon frère Raoul qui pourra nous donner le mot de la fin pour cette première émission que nous avons eue. Merci encore de rester avec nous. Merci beaucoup Guy Bolivar. Merci beaucoup professeur Chou pour cette intervention très riche et exhaustive. Je vais dire que moi, comme tous les autres téléspectateurs, nous en ressortons vraiment très grandis. Vous êtes une réelle bibliothèque ambulante. Alors, chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre très aimable attention. Je suis sûr que vous en ressortez aussi vraiment grandis. Nous rappelons que nous accueillons sur ce plateau le professeur Daniel Chou, qui est expert diplômé en leadership, expert en conseil matrimonial, qui traitait sur la question de vie familiale et conseil conjugal. Merci pour votre aimable attention. Nous vous reverrons très prochainement dans une prochaine édition. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.